Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Ernest Fisher, c'était un homme simple, un retraité tranquille installé dans la banlieue sud de Parmelia, pas très loin de Perth, en Australie. Il menait une existence modeste, presque effacée mais digne. Depuis la mort de sa femme, il élevait seul ses 4 enfants, 4 univers différents, 4 caractères forgés dans la douleur d'un deuil. Joshua, 26 ans, passait ses journées plongé dans l'informatique, rêvant de décrocher son diplôme de programmeur. Matthew, 23 ans, son cadet, était l'âme active de la famille, un transporteur de marchandises, sportif, sociable, et un brin charmeur, il faut bien le dire. Anna, la fille aînée, 20 ans, suivait elle aussi une voie studieuse. Elle voulait devenir designer. Et puis, il y avait Sylvia, la Benjamine, 16 ans à peine, insouciante, légère, encore préservée des tempêtes de la vie. La mère, emportée par un cancer en 2014, avait laissé derrière elle une promesse. Sur son lit d'hôpital, elle avait regardé Matthew dans les yeux, son fils le plus fort, le plus débrouillard, et lui avait soufflé « Veille sur eux, ne laisse jamais ton père seul. » Il avait promis, et il avait tenu, un temps du moins. Car après sa disparition, le foyer Fisher s'est lentement effondré. Ernest a quitté son emploi, la tristesse s'est installée et l'argent a commencé à manquer. Peu à peu, la maison a sombré dans le chaos, les objets traînaient, les livres s'empilaient, la poussière s'invitait. Le désordre n'était plus seulement matériel, il était devenu familial. Et puisque tout récit mérite un peu de clarté, mettons les choses au point. Sylvia, la plus jeune, n'a rien eu à voir avec les événements qui vont suivre. Vous n'en entendrez plus parler ici. Matthew, lui, c'était une autre histoire. Sociable, beau garçon, toujours au centre des attentions féminines. Il aimait sortir, s'amuser, croquer la vie à pleines dents. Ses frères et sa sœur, eux, restaient discrets, solitaires, presque effacés. Entre eux, les conversations étaient rares et les tensions fréquentes. Et puis, un matin. Lundi 3 octobre 2016. Matthew Fisher, 23 ans, ne s'est pas présenté au travail. Rien d'alarmant au début, mais très vite, quelque chose n'a pas collé. Cet homme, connu pour sa rigueur et son sens du devoir, ne manquait jamais une journée, jamais. Alors, quand ses collègues ont constaté son absence, ils ont commencé à s'inquiéter. Appels, messages, silence. Puis, un à un, ses proches ont été contactés. Personne n'avait de nouvelles de Matthew. Quand les amis de Matthew ont remarqué son absence prolongée, ils ont naturellement cherché des réponses auprès de sa famille. Et là, la réaction du père a de quoi laisser perplexe. Ernest Fisher, loin d'être inquiet, a tout simplement plaisanté. Oui, plaisanté. Il a raconté, presque avec humour, que son fils aurait tout quitté pour filer à l'autre bout du pays avec une femme d'un magazine glamour, une femme riche, mystérieuse, avec qui il aurait prévu ce départ depuis longtemps. Et tenez-vous bien, cette histoire
aussi absurde qu'elle paraissait, a été confirmée mot pour mot par Anna et Joshua, le frère et la sœur de Matthew. Les deux ont répété exactement les paroles de leur père, sans la moindre variation. Mais Sam, le meilleur ami de Matthew, et sa petite amie, Kenny, eux, n'y ont pas cru une seconde, parce qu'ils connaissaient Matthew, et jamais, au grand jamais, ils n'avaient parlé d'un projet pareil. D'ailleurs, un détail a vite mis à mal cette version. Sa voiture était toujours garée devant la maison. Sérieusement, quel homme s'enfuit pour refaire sa vie à l'autre bout du pays sans même prendre sa voiture? Les amis ont insisté. Ils ont supplié la famille de leur dire la vérité, de donner une piste, quelque chose, mais rien. Les Fisher restaient figés dans leur récit comme si rien n'était anormal. Et c'est là que les doutes se sont transformés en soupçons. Sam et Kenny savaient que les relations entre Matthew et sa famille étaient compliquées. Trop de tensions, trop de silence, trop de non-dits. Alors, peu convaincus par la version du père, ils ont décidé de mener leur propre enquête. En recoupant les dates, ils ont découvert que Matthew n'avait pas disparu le 3 octobre comme on le croyait, mais dès le 1er octobre. Ce jour-là, il devait retrouver un ami. Il n'est jamais venu. Et à partir de là, plus aucun message, plus aucun appel. Son téléphone, lui, est resté désespérément muet. Pas d'activité, pas de signal, rien. Pendant ce temps, la famille Fisher, étrangement, ne semblait pas alarmée, aucune angoisse, aucune panique, comme si l'absence de Matthew n'avait rien d'inquiétant. Ils évitaient même le sujet, changeaient de conversation, fuyaient les questions. 17 jours ont passé ainsi. 17 longs jours de silence, d'attente et d'angoisse. Jusqu'à ce que Sam et Kenny décident enfin de franchir une étape. Ils se sont rendus au poste de police. Là, ils ont tout raconté. La disparition, les incohérences et surtout cette attitude glaciale de la famille. Les policiers, intrigués, ont tenté d'appeler Matthew, mais son téléphone était éteint. Aucune localisation possible. Alors ils ont contacté le père. Et sans surprise, Ernest a répété la même histoire. Matthew est parti avec une femme fortunée. Il voulait refaire sa vie. Mais cette fois, les enquêteurs, eux, n'ont pas ri. Ils ont pris des notes. Observez. Parce que ce père, qui semblait 0% inquiet de la disparition de son fils, paraissait étrangement détaché. Et ce détail, combiné au fait que la voiture de Matthew soit restée là, à la maison, commençait sérieusement à fissurer la belle petite histoire qu'on essayait de leur vendre. Et puis, un autre détail est venu faire s'effondrer le fragile mensonge du père, cette fameuse femme mystérieuse avec qui Matthew aurait soi-disant disparu. Personne ne l'avait jamais vue, personne ne connaissait son nom, et surtout, aucun message, aucun appel, aucun indice ne la mentionnait dans le téléphone du jeune homme. Rien, absolument rien. Alors, le 22 octobre, la police a convoqué Ernest au poste. Il s'est présenté calmement, répétant encore et encore la même histoire qu'il servait à tout le monde depuis des semaines. Mais cette fois, les enquêteurs étaient prêts. Ils ont menti, délibérément. Ils lui ont dit qu'ils avaient des preuves, qu'ils savaient tout, et qu'ils n'étaient plus là pour parler d'une disparition, mais d'un meurtre. Ernest a gardé le silence quelques secondes, puis 1 minute, puis 2, et soudain, il a craqué.
Après 90 minutes d'interrogatoire, il a lâché les mots que personne ne voulait entendre. Il avait tué son fils. Pourquoi? Parce que Matthew, disait-il, le critiquait, l'insultait, le provoquait sans cesse. Il a expliqué qu'il ne voyait plus d'autre issue, qu'il se sentait désespéré, acculé, menacé. Selon lui, son propre fils aurait régulièrement menacé de s'en prendre à lui, à son frère, à sa sœur. Alors, dans son esprit tordu de père dépassé, le meurtre aurait été une manière d'assurer leur sécurité. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi déclaré que Matthew le tenait pour responsable de la mort de sa mère, qu'il lui reprochait, jour après jour, de ne pas l'avoir emmené à temps à l'hôpital, de l'avoir condamné par négligence, et que ces accusations, répétées sans fin, l'auraient littéralement rendu fou. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Joshua et Anna, la vérité est devenue encore plus glaçante. Les deux enfants étaient présents. Et pire encore, ils avaient aidé leur père à effacer les traces du crime. Ce drame s'est joué le 1er octobre 2016, un jour pourtant festif pour le reste du pays. C'était la finale de la Ligue australienne de football, un moment sacré pour tous les fans. Ernest, ce matin-là, comptait se rendre chez des amis pour regarder le match. Matthew, lui, voulait utiliser la voiture pour faire quelques courses. Rien d'extraordinaire, une simple dispute de famille. Du moins en apparence. Mais entre 11h et 11h30, tout a basculé. Ernest, submergé par la colère, est sorti dans la grange derrière la maison. Il a saisi 2 couteaux. Puis, il est revenu, lentement, le souffle court, le regard vide. Dans la chambre, Matthew se trouvait là, sans méfiance. Ce qui s'est passé ensuite n'a duré que quelques secondes. Un coup, puis un autre. L'un a transpercé le cœur, l'autre les poumons, et ensuite, rien. Ernest s'est simplement arrêté. Il a laissé son fils gisant dans une mare de sang, et il est sorti de la pièce, sans un mot. Matthew est mort sur le coup. Le silence qui a suivi a été terrifiant. Dans le salon, Anna et Joshua déjeunaient tranquillement, ignorant encore que leur vie venait de basculer. Puis un bruit, un cri, le genre de son qu'on n'oublie jamais. Ils ont accouru, et là, l'horreur. Leur frère gisait sur le sol, baignant dans son sang. Aucun signe de vie. Anna, paniquée, a voulu appeler la police. Réflexe normal, non? Mais leur père s'y est opposé, fermement, d'un ton sec, autoritaire, et il a fini par la convaincre de ne rien faire. Pendant que les 2 enfants restaient figés, tétanisés, Ernest, lui, est sorti dans la cour. Il a pris une pelle et a commencé à creuser. Oui, creuser. Une tombe derrière la maison. Mais ce qui rend cette scène encore plus surréaliste, c'est ce qui l'a préoccupé à ce moment-là. Le match de football. Oui, le match. Parce que ce jour-là, c'était la grande finale de la Ligue australienne, et Ernest, visiblement, n'allait pas laisser un meurtre gâcher sa soirée. Alors, après avoir entamé le trou, il est revenu calmement dans la maison, a regardé ses enfants dans les yeux et leur a demandé de finir le travail, nettoyer la pièce, enterrer le corps, pendant qu'il irait regarder le match chez des amis. Et il est parti, comme si de rien n'était. Anna et Joshua, terrorisés, n'ont pas osé désobéir. Ils ont pris des chiffons, de l'eau de javel, des produits ménagers. La pièce était éclaboussée de sang, murs, meubles, tapis, sol, tout. L'attaque avait été d'une violence inimaginable. Ils ont frotté.
lavés, effacés. Certains objets trop tachés ont été brûlés, d'autres simplement jetés. Et quand ils sont sortis dans la cour, ils ont découvert la tombe à moitié creusée par leur père, trop petite, trop peu profonde. Alors ils l'ont agrandie, à main nue parfois, pour y faire tenir le corps de leur frère. Le plus difficile, c'était de le transporter. Matthew était grand, costaud, athlétique. Il a fallu le tirer dans l'escalier, puis à travers la pelouse, son corps inerte raclant le sol, avant d'être basculé dans la fosse. Puis, ils ont recouvert la terre, juste comme ça. Après, ils sont rentrés, ont pris une douche, se sont changés et ont repris le nettoyage. 5 heures plus tard, Ernest est revenu, le visage apaisé, détendu. Il a inspecté la chambre, noté que tout avait été fait, et il les a félicités. Oui, félicités. Heureusement, la plus jeune, Sylvia, n'était pas là ce jour-là. Elle rendait visite à des proches et a échappé, sans le savoir, à l'un des pires drames familiaux qu'on puisse imaginer. Plus tard, face aux enquêteurs, Ernest a raconté sa version des faits avec un calme déconcertant. « Je voulais que tout se passe bien, a-t-il dit, parce que s'il m'avait attaqué, je serais mort. Il était plus fort, c'était désagréable, alors je l'ai frappé dans le dos pour le rendre immobile. Puis j'ai continué. » Quand la police lui a demandé combien de coups de couteau il avait portés, il a répondu, je cite, « Il faudrait le déterrer pour le savoir. » Et quand les agents lui ont annoncé qu'il était arrêté pour meurtre, il a ri, oui, ri, avant de lâcher sur un ton presque amusé. « Je suppose que je ne rentrerai pas ce soir. » Froid, insensible, comme si tout ça n'avait jamais été réel pour lui. Lorsque les enquêteurs ont demandé à Ernest pourquoi il n'avait pas simplement cherché une autre solution, n'importe laquelle, pour résoudre ses conflits avec son fils, sa réponse a glacé tout le monde. Il a haussé les épaules et, d'une voix calme, il a dit « Je n'avais pas le choix. » Pas le choix. Ces 3 mots, prononcés sans émotion, résonnaient comme une gifle dans la salle d'interrogatoire. Les policiers, eux, ont tenté de le raisonner. Il aurait pu prévenir la police, expulser Matthew de la maison, ou même mettre sa famille à l'abri s'il se sentait menacé. Mais Ernest, fidèle à lui-même, a simplement ri. Un rire sec, un rire froid. Puis il a ajouté, sans la moindre gêne, « Je n'allais quand même pas dépenser de l'argent pour déménager. Le tuer, c'était plus simple. » Voilà. Dans son esprit malade, le meurtre était devenu une solution économique, une libération, disait-il. Et après cette confession glaçante, il a fini par indiquer l'endroit exact où se trouvait le corps. Lorsque les policiers sont arrivés à la maison des Fisher, la scène était aussi macabre que symbolique. Matthew était là, enterré dans la cour, à quelques mètres seulement du salon où sa famille continuait de vivre comme si de rien n'était. Et pendant que les enquêteurs exhumaient le corps, Ernest riait. Oui, riait. Il lançait des plaisanteries morbides sur son fils au repos, sans une once de regret. Pour lui, il avait fait ce qu'il fallait, et il en était fier. Le 65-aire ainsi que Joshua, 26 ans, et Anna, 20 ans, ont été arrêtés sur le champ, tous 3 inculpés pour meurtre et dissimulation de cadavres. Peu après, les funérailles ont eu lieu. Matthew a été enterré à côté de sa mère, celle qu'il aimait tant
et qu'il défendait encore dans ses dernières disputes avec son père. Ironie du sort. Les proches ont dû vendre quelques biens pour payer les obsèques et compléter avec l'argent que Matthew avait mis de côté pour acheter une pierre tombale à sa mère. Mais pour les enquêteurs, une chose restait incomprise, le mobile. L'idée qu'un père tue son fils par protection leur paraissait absurde, et plus ils creusaient, plus cette théorie s'effritait. Tous les amis, voisins et collègues de Matthew le décrivaient comme un homme gentil, doux, respectueux, pas une trace d'agressivité, pas la moindre violence, et surtout, aucune plainte, aucun signalement. Rien qui laisse penser qu'il n'ait jamais représenté une menace pour qui que ce soit. Alors les policiers ont recommencé les interrogatoires, un par un. Ils voulaient comprendre ce qui s'était vraiment passé dans cette maison. Ernest, fidèle à sa ligne, a persisté. Il a juré que son fils était dangereux, qu'il consommait des substances, qu'il terrorisait toute la famille. Un récit qui sonnait comme une mauvaise défense. Mais lorsqu'ils ont interrogé Joshua, le ton a changé. Le jeune homme a fondu en larmes. Les mots sortaient difficilement, brisés par l'émotion. Il a raconté cette image qu'il n'arrivait plus à chasser de sa tête. Le corps ensanglanté de son frère, le sol maculé, et son père, debout, impassible, 2 couteaux encore à la main. Joshua a précisé qu'il n'avait pas vu le meurtre en lui-même, seulement l'après. Mais l'après suffisait. Ce qu'il avait vu ce jour-là, il ne l'oublierait jamais. Lors de son interrogatoire, Anna, la fille d'Ernest, est restée étrangement calme. Pas un tremblement, pas une larme. Elle a confirmé la version de son père et de son frère sans hésiter. Selon elle, Matthew représentait un danger pour toute la famille. Elle a expliqué qu'il s'était déjà montré violent, une fois, il y a des années, lorsqu'ils étaient adolescents. Une dispute, une gifle, un éclat de colère. Mais à part ça, rien. Aucune autre scène, aucun autre incident, rien qui prouve qu'il ait jamais été dangereux. Et pourtant, elle a répété, d'un ton convaincu, que son frère n'était pas comme eux, qu'il était instable, imprévisible. Mais entre les lignes, on sentait autre chose. Anna a fini par admettre qu'elle éprouvait des regrets, qu'elle aurait voulu revenir en arrière, décrocher ce téléphone, appeler la police, tout stopper avant qu'il ne soit trop tard. Mais son père l'en avait empêché. Et à ce moment-là, ni elle, ni Joshua n'avaient osé lui dire non. Ils avaient eu peur de ce père en colère, de cette autorité glaciale. Et plutôt que de fuir, ils étaient restés dans cette maison, avec le corps de leur frère enterré à quelques mètres, vivant comme si de rien n'était. La culpabilité, eux-mêmes l'ont reconnue, elle les rongeait. Mais jamais, pendant des semaines, ils n'ont trouvé la force d'alerter la police. Le procès s'est ouvert 2 ans plus tard, au milieu de l'année 2018. 2 longues années d'enquête, d'analyse, de fouilles et d'interrogatoires. 2 années pour reconstituer le puzzle du drame Fisher. La défense a choisi une ligne claire, la légitime défense. Selon eux, Ernest aurait agi pour protéger sa famille d'un fils violent, agressif, instable. L'audience a alors viré à un procès posthume contre la victime. Les avocats ont peint le portrait d'un monstre, un Matthew qu'aucun de ses proches amis ne reconnaissait. Mais très vite, ce scénario a commencé à s'effondrer. Aucune preuve tangible n'a appuyé les accusations de violence.
Rien sur les dossiers médicaux, rien dans les témoignages, rien dans les rapports de police. Et le comportement d'Ernest n'a pas aidé. Dans la salle d'audience, le père se montrait d'un calme dérangeant, trop calme, presque satisfait. À certains moments, il allait jusqu'à insulter les témoins, les jurés, voire les procureurs, sans une once de remords. Autour, l'atmosphère était électrique. Dans le public, plusieurs proches de la famille Fisher, des amis de Matthew, ont pris la parole pour défendre sa mémoire. Tous disaient la même chose. Matthew n'était pas un homme violent, jamais. Ses amis ont même apporté des preuves. Au travail, Matthew subissait régulièrement des tests antidrogue et d'alcool. Tous négatifs, aucune trace de consommation, aucun comportement suspect. C'était un homme droit, appliqué, aimé. Alors qui disait vrai? Le père froid et détaché qui se disait victime d'un fils dangereux? Ou bien tous ceux, amis, collègues, voisins, qui décrivaient un jeune homme doux et respectueux, broyé par un père autoritaire et instable? À ce stade du procès, une chose devenait évidente. La vérité n'était peut-être pas celle qu'Ernest avait racontée. Et dans cette salle silencieuse, pendant qu'il riait encore entre deux questions, on sentait bien que le véritable monstre n'était pas celui qu'il décrivait. Les témoignages ont révélé une vérité bouleversante. Depuis la mort de sa mère, Matthew vivait un enfer. Son père, Ernest, et ses frères et sœurs, Joshua et Anna, s'étaient renfermés, vivant dans la misère et le désordre. Isolé du monde, il dépendait entièrement de Matthew, le seul à travailler, payer les factures et maintenir la famille debout. Épuisé par cette charge et cette dépendance, il avait fini par comprendre que rien ne changerait. Ses amis et sa petite amie Kenny ont rejeté la version des Fisher. Matthew n'avait jamais été violent. Il était resté auprès d'eux uniquement par loyauté, pour honorer la promesse faite à sa mère mourante, veiller sur les siens. Par amour et par devoir, il avait sacrifié sa liberté. Sur son bras, un tatouage rappelait sa devise « La famille avant tout ». Une phrase devenue tragiquement ironique, car sa famille ne partageait pas ce sentiment. Au procès, la mère de Kenny a livré un témoignage poignant. Elle a décrit Matthew comme un jeune homme doux, poli et respectueux, incapable de la moindre violence. Puis, elle a raconté sa visite à Ernest en prison. Quand elle lui a demandé s'il voulait savoir où reposait son fils, il a simplement souri avant de répondre « Non, je ne veux rien savoir de ce nuisible ». Une phrase glaçante qui a révélé le vrai visage d'Ernest Fisher. Non pas celui d'un père meurtri, mais d'un homme froid, dénué d'humanité. Malgré les preuves accablantes, les avocats d'Ernest ont persisté à plaider la légitime défense, affirmant qu'il n'avait fait que se protéger. Joshua et Anna ont soutenu la même version. Selon eux, leur père avait tué Matthew pour les sauver, et s'il l'avait aidé ensuite, c'était par peur et loyauté, non par cruauté. Le tribunal n'a pas reconnu les deux enfants comme complices du meurtre, mais les a condamnés pour dissimulation de cadavres et destruction de preuves. Pourtant, dans l'opinion publique, leur silence restera impardonnable. L'enquête a révélé un détail glaçant. Les couteaux utilisés pour le meurtre avaient été achetés bien avant les faits. Rangés soigneusement, ils prouvaient la préméditation. Après 3 semaines d'audience, le verdict est tombé.
Ernest Fischer a été reconnu coupable de meurtre prémédité et condamné à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération après 18 ans. Impassible à l'annonce de sa peine, il n'a montré aucune émotion. Le juge a été implacable. Ernest avait choisi la haine et condamné ses enfants à un fardeau insoutenable, celui d'aider leur père à enterrer leur frère. Il a conclu par une phrase restée gravée dans les mémoires. Le plus grand cauchemar qu'un être humain puisse vivre, c'est d'être tué par ceux qui sont censés l'aimer. Joshua a écopé de 4 ans de prison, Anna de 3 ans et 8 mois. Des peines légères, mais une culpabilité éternelle. Les amis de Matthew n'ont ressenti ni triomphe ni justice, seulement un vide. Ils se consolent en imaginant que Matthew a enfin retrouvé sa mère, loin de cette maison maudite où l'amour s'est changé en haine. Aujourd'hui, Joshua et Anna sont libres, mais nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Ont-ils trouvé la paix ou vivent-ils toujours avec le poids du sang et du silence? Car au fond, la véritable tragédie, c'est celle d'un fils fidèle jusqu'à la mort et d'une famille qui l'a trahi jusqu'à l'oubli. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis. Alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.